Bonsoir chers amis, chers adhérents de l'UNPI Val-de-Loire. En préambule à notre réunion de ce soir, voici quelques nouvelles. D'abord, vous avez reçu en même temps que l'invitation pour la soirée de ce soir, les invitations pour nos prochaines réunions. Le 24 novembre prochain à 17h à Blois et le 30 novembre à 18h à Tours dans cette salle, la copropriété. Et le 9 décembre à Blois à 17h et le 15 décembre à 18h ici, les états des lieux en matière de baux d'habitation principalement et également un tout petit peu en ce qui concerne également les baux commerciaux. Et ça, ce sont nos réunions jusqu'à la fin de l'année. Au niveau de l'UNPI national, nous sommes en plein travail, d'abord sur les taxes foncières. Vous avez tous reçu vos taxes foncières. Vous avez vu que la taxe en elle-même n'évoluait pour ainsi dire pas, qu'il n'en était pas tout ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui sur notre bonne ville de Tours a augmenté de 24-25%. Alors nous avons reçu à l'UNPI les explications de la métropole sur cette augmentation, les investissements réalisés et la nécessité d'amortir ces investissements, mais ça ne me semble pas très sérieux. Je pense plus à la volonté de compenser la perte partielle de la taxe d'habitation sur le dos, naturellement, et des propriétaires aussi. Premier combat donc, les taxes foncières, avec demain la réunion annuelle au sein de l'UNPI avec conférence de presse sur les taxes foncières et l'observatoire de ces taxes que nous menons depuis maintenant une dizaine d'années et qui nous permet de voir les villes dans lesquelles la taxe foncière évolue de façon défavorable. Vous aurez naturellement le compte-rendu de cette conférence de presse sur les réseaux sociaux. Nous mettrons tout cela dès demain soir. Deuxième combat, et pas le moindre, les DPE. Je vous avais averti il y a maintenant plusieurs mois sur les nouveaux DPE. Nous avons fait au printemps une réunion sur l'application des nouveaux DPE avec notre partenaire qui est diagnostiqueur, qui vous avait expliqué les modifications et les obligations qui pesaient sur vous à compter du 1er juillet 2021. Nous avions alerté le gouvernement sur le caractère totalement ridicule de la loi qui interdit l'allocation des logements F et G et E en 2025 pour G, 2028 pour F et 2034 pour E, en sachant que personne ne connaissait le résultat des nouveaux diagnostics. Les choses ne se sont pas faites attendre. À partir du 1er juillet, tous les diagnostics ont fait part d'une aggravation du classement des logements. Nous avons eu ainsi des remontées de plus de 8000 diagnostics classant les immeubles en F ou G. À Tours, nous avons reçu un professionnel, je vous donne l'exemple parce que c'est quand même symptomatique, qui achète un immeuble avec un diagnostic ancien qui le classe en B pour partie et en C pour l'autre partie. Ce professionnel s'entoure d'un architecte et d'un maître d'œuvre, fait 300 000 € de travaux dans l'immeuble, le divise en 6 appartements et une fois les travaux réalisés, il fait faire ses diagnostics pour mettre en location et là, les diagnostics, c'est F et G. On part d'un immeuble non restauré en B et C, et on arrive avec un immeuble restauré, 300 000 € de travaux, F et G, interdiction de louer, et à partir de 2025-2028, et surtout immédiatement interdiction d'augmenter le loyer et obligation de reprendre le loyer antérieur. Donc nous sommes montés au créneau auprès du ministère, et le ministère, nous avons eu le soutien de la FNAIM et de Pluriance. Pluriance, c'est l'association des plus grands gérants d'immeubles de France. Et nous avons fait un communiqué commun et nous avons obtenu
le report de ces nouveaux diagnostics sur tous les immeubles antérieurs à 75. Et très rapidement, le ministère nous a sorti les normes des nouveaux diagnostics. Alors c'est vraiment une rustine sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on continue l'application des mêmes choses, simplement les taux, et je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Le véritable problème qui se pose avec les nouveaux diagnostics, c'est que les seuls immeubles qui sont susceptibles d'être bien classés sont des pompes à chaleur. Alors si vous êtes propriétaire d'appartements dans des immeubles anciens, vous savez très bien qu'il y a des difficultés insurmontables à installer des pompes à chaleur, et donc c'est absolument impossible. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, le diagnostiqueur a bien indiqué que, quels que soient les travaux réalisés à nouveau par le propriétaire, ça ne changerait pas le classement des appartements, sauf s'il mettait une pompe à chaleur par appartement. Voilà. Enfin, ce sont des aberrations et nous sommes en lutte constante sur ce point. Nous avons eu une réunion au ministère le 4 octobre où nous avons fait part de notre complet désaccord sur la méthode et nous continuons naturellement le combat sur ce point. Nous travaillons également sur les résidences-services. Certains d'entre vous qui sont présents ce soir sont propriétaires dans des résidences-services. Vous savez très bien que ce sont les baux commerciaux qui s'appliquent. Et sur ce point, l'UNPI suit les procédures, notamment les procédures de conciliation, et suit les interventions du ministère pour obtenir la refonte complète de la législation sur les résidences-services. Nous suivons également les contentieux en matière de permis de louer. Toutes les villes qui ont instauré des permis de louer voient les chambres UNPI engager des procédures en annulation des arrêtés de permis de louer. Nous avons déjà obtenu satisfaction sur 3 villes. Nous continuons. En ce qui concerne l'encadrement des loyers, nous faisons la même chose. La fédération apporte son soutien aux chambres qui sont concernées par l'encadrement des loyers, c'est-à-dire Paris, Bordeaux, Marseille, Grenoble, non plus Grenoble maintenant, parce que le maire est revenu sur sa décision, Montpellier et Lille, me semble-t-il. Les chambres UNPI attaquent localement la décision d'encadrement des loyers et l'UNPI règle la procédure devant le Conseil d'État qui attaque parallèlement la décision d'encadrement. Donc nous continuons sur ce point. Ensuite, eh bien, nous sommes en lutte sur le respect de la propriété. Et vous avez certainement pris connaissance des dernières déclarations de Mme Wargon, la ministre du Logement, qui a quand même tenu ses propos extraordinaires. Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. C'est non soutenable au sens écologique, au sens économique et au sens social. Alors vous savez que 70% des Français souhaitent avoir leur maison individuelle et que la pandémie n'a fait qu'accélérer ce souhait. Vous comprenez le tollé que les propos de Mme Wargon ont provoqué, d'autant qu'il faut savoir qu'elle-même habite dans une magnifique maison particulière dans le nord-ouest parisien, évaluée d'après sa déclaration de patrimoine faite quand elle a été nommée ministre à 1 500 000 €, excusez du peu, et que c'est facile dans ces conditions de demander aux Français d'habiter dans des collectifs quand soi-même on est dans une propriété individuelle de cette qualité. Donc là aussi, nous sommes sur la brèche et nous luttons pour le respect de vos droits. Nous avons du pain sur la planche, vous le voyez. Alors ce soir, le thème des baux commerciaux, thème technique qui explique que vous êtes moins nombreux que d'habitude à nos réunions, même si quand je vois l'écran de Delphine, il y a un nombre important de gens qui suivent cette réunion en décalé. Cette réunion est animée par notre préféré, Julien Berbigier, avocat, qui a la gentillesse de procéder régulièrement à ces réunions de formation et qui travaille à chaque fois de façon importante sur cette situation.
Je dois vous dire qu'on vous présente ce soir la situation actuelle des baux commerciaux. L'UNPI travaille par commission à une réforme de ce statut et à une proposition sur la réforme nécessaire des baux commerciaux. C'est très risqué, car les locataires, par l'intermédiaire de la fédération, demandent que le statut des baux commerciaux soit calqué sur le statut des baux d'habitation. Et quand on connaît le déséquilibre contractuel entre propriétaires et locataires en matière de baux d'habitation, vous comprenez l'inquiétude de l'UNPI et notre souhait de vous représenter au plus près dans toutes ces discussions qui s'annoncent. Donc nous voulons anticiper cela en présentant nous-mêmes notre propre projet, de façon à ne pas être pris de vitesse par les nouvelles. Ce soir donc, Maître Didier va vous parler du statut des baux commerciaux, de la situation de ceux-ci, et répondra en fin de réunion à toutes vos questions sur ce sujet. Julien Berbier, si vous voulez bien venir, applaudissez-le très fort parce que c'est vraiment un travail. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, ce soir, on est un petit peu moins nombreux que d'habitude, mais j'ai vu que tout le monde est venu avec un bloc-notes et un stylo. Donc, du coup, j'en suis ravi parce qu'effectivement, ce soir, on va bosser. Il m'a été demandé de faire une synthèse du statut des baux commerciaux. Alors évidemment, faire une synthèse du statut en l'espace d'une heure, ça relève du tour de force, mais je vais tenter mon mieux et je serai à votre disposition pour toute question. Tout d'abord, pourquoi un statut des baux commerciaux? Très rapidement, le bail, qu'il soit commercial ou autre, est un acte civil, et à la base, les contrats de location, c'est le Code civil. Dans le Code civil, vous avez une multitude de dispositions qui portent sur le contrat de louage de choses, et vous avez ces dispositions à l'article 1709 à 1778. Et vous allez avoir dans le Code civil les éléments considérés à l'époque comme étant les plus importants, c'est-à-dire les obligations respectives des parties, c'est-à-dire la cession, la sous-location, c'est-à-dire également la durée, les congés et les cas de résiliation, et le cas échéant aussi les indemnités ou pertes qui sont dues dans le cadre des contrats. Le Code civil ne suffit pas. Dans le cadre de certaines locations, on a besoin d'éléments complémentaires. Quand vous avez notamment un locataire pour une résidence d'habitation, on a créé le statut de la loi de 89 parce que le législateur a estimé nécessaire de protéger davantage ce type de location. Lorsque vous avez un locataire commercial, idem, le législateur a considéré nécessaire de créer un statut en plus qui vient se rajouter aux règles du Code civil pour protéger le locataire commercial. Pourquoi? Parce que votre locataire commercial n'est pas un locataire normal, entre guillemets. C'est une personne qui exerce une activité commerciale dans les lieux. C'est une personne qui va avoir des investissements amortissables, généralement avec un prêt. C'est une personne qui va embaucher et qui donc va avoir également un contrat de travail, ou en tous les cas des obligations avec des salariés ou avec des tiers. Donc c'est une personne qui a besoin de visibilité sur moyen et long terme, raison pour laquelle on a mis en place, avec le décret de 53 et maintenant la codification au Code de commerce, article 145-1 suivant, le statut des baux commerciaux. Pour être le plus synthétique possible, d'abord, les conditions d'application du statut. Premièrement, il faut un bail commercial. Ça peut paraître assez évident, mais on réfléchit bien évidemment à l'aune des conventions voisines qui existent. Je pense notamment le contrat de domiciliation, les contrats de crédit-bail. Vous avez également la location-gérance, les prêts à usage, le commodat, toutes ces conventions qui sont voisines du statut des baux commerciaux, mais qui ne sont pas un bail commercial. Il vous faut d'abord un bail commercial. Ensuite, il vous faut un locataire immatriculé, puisque vous avez un locataire commerçant. Il faut une immatriculation au RCS pour que l'activité prévue au contrat puisse être exploitée. Troisième condition, l'exploitation et la propriété d'un fonds de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire selon la jurisprudence un fonds de commerce? Ça veut dire, d'une part, une clientèle propre. Exemple type, on peut avoir un locataire qui, par exemple, a une activité de restauration dans un golf, dans un camping. Là, on ne parle pas de clientèle propre, et donc, du coup, on ne parle pas
de l'exploitation d'un fonds de commerce en tant que tel. J'ai pris par exemple l'exemple d'une restauration dans une cabine téléphérique ou dans une station de téléphérique. Alors bien évidemment, c'est la cour d'appel de Chambéry, parce que c'est que cette cour d'appel qui a connaissance de ce genre de fait. Mais effectivement, là, il n'y a pas de clientèle propre, donc il n'y a pas de fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est aussi une autonomie de gestion. Par exemple, vous pouvez avoir un locataire dans le cadre d'une activité hôtelière avec une restauration. Si la restauration ne peut pas être individualisée par rapport à l'hôtel, vous n'avez pas de fonds de commerce de restauration. Donc, clientèle propre, autonomie de gestion. Au-delà du fonds de commerce, il vous faut bien évidemment un local. Le local est interprété en jurisprudence comme étant un lieu clos et couvert dans lequel s'exerce la vente. Ce qui signifie que si par exemple vous avez une activité sur une aire de stationnement, sur une toiture, sur des surfaces d'exploitation, vitrines, étalages ou stands de supermarché, vous n'avez pas un local commercial. Comme vous n'avez pas un local commercial, vous n'êtes pas dans le cadre du statut. Le statut peut, et c'est un point quand même important, s'appliquer dans des situations où normalement il ne s'applique pas, mais les parties ont décidé conventionnellement qu'elles allaient l'appliquer, ce statut. Il y a une extension conventionnelle possible. Voilà les conditions déjà pour bénéficier du statut des baux commerciaux. Alors, d'emblée tout de suite, lorsque l'on parle de statut des baux commerciaux, on parle surtout en fait de la durée de votre contrat. On va en reparler tout à l'heure. Statut des baux commerciaux, le contrat ne peut pas être inférieur à 9 ans. Ça, c'est la première des choses importantes à noter. Sachant que le locataire, lui, a la possibilité de pouvoir résilier aux échéances triennales. C'est la raison pour laquelle on surnomme souvent le bail commercial le fameux bail 3-6-9. Puisqu'à 3 ans, 6 ans et 9 ans, votre locataire peut donner congé et quitter les lieux. Alors, bail commercial de 9 ans, il y a également des baux commerciaux qui, eux, sont dérogatoires dans leur durée. Vous connaissez le bail dérogatoire, il y a aussi le bail saisonnier, mais ces baux, on peut les évacuer d'ores et déjà. Le bail dérogatoire, quel est-il? C'est un bail qui est signé entre les parties pour une période maximale de 3 ans. On ne peut pas aller au-delà. On peut signer plusieurs baux dérogatoires successifs, mais en aucun cas le cumul des durées ne peut aller au-delà de 3 ans. Si on va au-delà de 3 ans et que votre locataire reste dans les lieux, que vous ne sollicitez pas son départ, eh bien, on a une mutation du bail dérogatoire en bail statutaire, c'est-à-dire qu'on embraye sur un bail qui, cette fois-ci, est de 9 ans et dans le cadre duquel le loyer doit être fixé normalement à la valeur locative. On en parlera tout à l'heure. Ça, ce sont les baux dérogatoires. Je donne juste leur existence, je ne rentre pas dans le détail puisque le temps nous est compté. Je continue directement sur toutes les étapes du bail commercial statutaire, de la conclusion du contrat, les obligations respectives des parties, les aspects financiers, les garanties, jusqu'à la fin du contrat et les éventuelles procédures que l'on verra à la fin. D'abord, s'agissant de la conclusion du contrat de bail commercial. Un bail commercial peut être écrit comme verbal. Le bail verbal est possible, alors il est extrêmement rare évidemment, mais il est possible. D'emblée, ce qu'il faut noter, c'est que dans la rédaction de votre bail commercial, le statut suppose ce que l'on appelle un ordre public. C'est-à-dire que la loi impose aux parties certaines clauses, certains principes. Et ces clauses, vous ne pourrez pas y déroger. C'est ce que l'on appelle l'ordre public de la loi du statut des baux commerciaux. Si les parties y dérogent, quelle est la sanction? La clause qui pourrait y déroger va être réputée non écrite. Et là, il faut faire attention, non écrite, ça veut dire que la clause de votre contrat est censée en réalité n'avoir jamais existé. Alors là, je m'arrête juste un instant sur ce point-là, puisque c'est important. C'est issu de la réforme de la loi Pinel. Normalement, avant la loi Pinel, les clauses contraires à l'ordre public étaient susceptibles de nullité, ce qui signifiait à l'époque que votre locataire doit saisir un juge, le juge doit considérer que la clause est effectivement nulle car contraire à l'ordre public, et on l'annule pour l'avenir. Et en plus, cette action de justice devait être initiée dans le délai de prescription, qui est donc effectivement le délai de prescription de 2 ans statutaire. Aujourd'hui, avec la réforme Pinel, ce n'est plus des clauses nulles, mais réputées non écrites.
ce qui signifie qu'elles sont censées n'avoir jamais existé, ce qui signifie que votre locataire peut saisir un juge à tout moment et sans être contraint par la prescription. Comme votre bail est de 9 ans, si par exemple votre clause de répartition de charges est contraire à l'ordre public de la loi, au bout de 7 ans, et bien que votre locataire vous ait réglé pendant 7 ans, au bout de 7 ans, votre locataire peut vous dire « mais cette clause en fait est contraire à l'ordre public, je vais saisir un juge, je vais la faire réputer non écrite, elle n'aura jamais existé, vous allez me rembourser toutes les charges sur 7 ans ». Il y a une certaine insécurité juridique à laquelle il faut faire attention, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Donc, soyons très précis et prudents dans la rédaction des baux commerciaux pour être certains qu'il n'y ait pas de contrariété à l'ordre public. Vous avez besoin de votre contrat, mais vous avez aussi besoin d'éléments complémentaires au contrat. D'abord, vous avez besoin d'un état des lieux. Le statut des baux commerciaux impose un état des lieux à l'entrée de votre locataire et impose également un état des lieux lors de la cession du droit au bail ou de la cession du fonds de commerce. Vous pouvez faire un état des lieux contradictoire entre vous ou requérir l'assistance d'un huissier de justice à frais partagés. Au-delà de l'état des lieux, il y a également des annexes. Ces annexes sont les suivantes. Alors, il y a des annexes obligatoires ou, en tous les cas, vivement conseillées. L'état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique, l'annexe environnementale, en tous les cas pour les locaux qui y sont assujettis, le diagnostic technique amiante, l'état parasitaire, enfin vous les connaissez comme moi, on en a en tous les cas une belle liste. Ce qu'on conseille en plus, le plan des locaux. Si jamais dans le cadre de votre contrat, il y a des parties du bâtiment que votre locataire ne doit pas utiliser, vous pouvez le mentionner et le faire figurer sur les plans. Le règlement de copropriété, si vous êtes dans un immeuble collectif, il faut que vous donniez un exemplaire complet du règlement de copropriété à votre locataire qui devra respecter les stipulations du règlement. Et bien évidemment, le contrat signé de part et d'autre et que vous conservez précieusement. Dans le cadre de ce contrat, quelles sont les conditions? D'abord, les conditions financières, puisque évidemment, c'est le nerf de la guerre. Le loyer. Alors, le loyer, s'agissant de sa fixation initiale, à l'entrée du locataire dans les lieux. Vous avez une liberté contractuelle. Le loyer peut être fixé comme vous le souhaitez, entre propriétaire et locataire. Bien évidemment, avec la pratique, il y a une multitude de clauses qui peuvent apparaître dans le cadre des contrats. Je n'en parlerai pas ce soir, mais le loyer peut faire l'objet notamment, par exemple, d'une clause de recette, c'est-à-dire que vous allez indexer le montant du loyer en fonction du chiffre d'affaires de votre locataire. Ça existe, surtout en matière de centres commerciaux, assez peu lorsque l'on a un local en monopropriété que l'on donne en location. Mais ces clauses, par exemple, existent, et vous avez d'autres clauses, qui sont notamment des clauses de loyer binaire ou composite, où vous allez avoir une partie de chiffre d'affaires et une partie fixe. Retenez simplement ce soir que, initialement, le loyer est libre. Vous pouvez avoir ce que l'on appelle un pas de porte ou droit d'entrée. Alors ça arrive de moins en moins maintenant, mais ce pas de porte ou ce droit d'entrée est une somme d'argent que votre locataire verse à l'entrée dans les lieux, qui peut être considéré comme un supplément de loyer ou une indemnité qui est liée à la perte de valeur du bien du fait de la présence d'un locataire commercial. Ça, je ferme la parenthèse, mais ça existe également. Une fois que votre loyer est fixé initialement, avec la période d'exécution du contrat, on va avoir l'indexation de ce loyer. Chaque année, vous avez la possibilité de prévoir une indexation selon l'indice, qui n'est plus l'ICC aujourd'hui, mais qui est l'ILAT ou l'ILC, qui sont des indices un petit peu plus stables. Et cette indexation est faite chaque année pour éviter l'érosion monétaire, et le rapport, on le connaît, vous prenez le montant de votre loyer, vous multipliez par le nouvel indice, vous divisez par l'ancien indice, et ça vous donne le nouveau loyer. Cette indexation du loyer chaque année permet aussi ce que l'on appelle les clauses d'échelle mobile, entre guillemets. C'est-à-dire, si par l'effet d'une indexation, il y a une variation de plus d'un quart entre le nouveau loyer et l'ancien loyer, on déplafonne et on fixe d'ores et déjà la valeur locative. On en reparlera tout à l'heure avec les révisions et le renouvellement. Mais là, d'emblée, vous avez la notion de clause d'échelle mobile. On arrive à la révision du loyer, qui est normalement tous les 3 ans. Cette révision, le mécanisme est d'ordre public, vous ne pouvez pas y déroger. Normalement, le principe veut que cette révision est faite à l'indice, donc ILAT ou ILC, mais que dans l'hypothèse d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité,
qui entraîne une variation de plus de 10% de la valeur locative, vous avez la possibilité de déplafonner le loyer et de fixer d'ores et déjà la valeur locative. Je reprends et je donne un exemple. Vous avez un loyer qui est fixé avec un locataire commercial. Dans les 3 ans qui viennent, le locataire se rend compte, et vous aussi d'ailleurs, que 2 de ses principaux concurrents dans la rue ferment et que vous avez un parking, par exemple, qui est édifié tout près, qui permet de multiplier la zone de chalandise, ou en tous les cas, qui permet à votre locataire d'augmenter son chiffre d'affaires. Ce qui augmente la valeur locative de votre fonds de votre locataire. Et si cette augmentation est supérieure à 10%, là, on peut directement fixer le loyer révisé à la valeur locative et ne plus être tenu par l'indice. Voilà, dans le cadre de la révision, ce qui peut être fait. Évidemment, la révision, en pratique, est toujours demandée par la partie qui y a le plus intérêt. Si jamais le propriétaire bailleur peut obtenir une augmentation, c'est le propriétaire qui va notifier une correspondance à son locataire en disant « Voici le nouveau loyer lié à l'indexation ». Si jamais, finalement, en cours de location, on se rend compte que la valeur locative est inférieure au loyer qui a été initialement fixé, c'est votre preneur qui a la possibilité, cette fois-ci, de vous dire « On va réviser le loyer, mais on va le réviser à la baisse ». Puisque cette révision peut être à la fois à la hausse comme à la baisse. Voilà pour le loyer. On évoquera le renouvellement tout à l'heure, parce que là, c'est vraiment un régime très particulier, mais en tous les cas, fixation initiale, liberté contractuelle, l'indice, la clause d'échec mobile, la révision triennale. À côté du loyer, il y a les charges, taxes, impôts et redevances qui vont être dues par votre preneur. Alors là aussi, ça a fait l'objet de beaucoup d'études en doctrine et notamment de la réforme qui a eu lieu récemment. Ce sont des dispositions d'ordre public. Ce qu'il faut retenir sur les charges, taxes, impôts et redevances, c'est déjà 2 choses. À la base, il y a une liberté contractuelle. Les parties peuvent convenir ce qu'elles souhaitent, à l'exception de ce que je vais dire tout à l'heure. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, et là c'est vraiment important, c'est qu'en matière de baux commerciaux, il y a ce que l'on appelle une interprétation restrictive. Vous ne pouvez refacturer à votre locataire que ce qui est écrit noir sur blanc dans votre contrat. Ce qui n'est pas écrit noir sur blanc ou ce qui est ambigu, vous ne pouvez pas le refacturer à votre locataire. Ce que le législateur impose, c'est un inventaire précis des catégories de charges, impôts, taxes et redevances qui vont être dues par le preneur. Qu'est-ce que c'est? C'est en réalité une liste que vous allez annexer à votre contrat, ou alors c'est une liste que vous allez insérer dans votre bail, sachant que la dernière réforme de la loi Pinel interdit au propriétaire bailleur de refacturer auprès de son locataire certaines choses. Ces choses étant les suivantes. D'abord, au titre des grosses réparations de l'article 606. On n'a plus la possibilité de les refacturer au locataire. Les grosses réparations de l'article 606, ce sont les réparations qui touchent aux gros œuvres, pour synthétiser. Tout ce qui touche aux gros œuvres de votre local, vous n'avez plus la possibilité de le refacturer sur les épaules de votre locataire. Deuxièmement, tout ce qui est lié à la vétusté ou à la mise en conformité d'éléments qui relèvent de l'article 606 du Code civil. On n'a plus la possibilité non plus de le refacturer sur les épaules du locataire. Alors, ce n'est quand même pas anodin, puisque vétusté de l'article 606, on peut le concevoir, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner la couverture, tout ce qui peut concerner les gros murs. S'il y a une vétusté, le propriétaire bailleur va devoir intervenir et ne pourra pas refacturer. Ce qui concerne les mises en conformité, le législateur n'a pas expliqué clairement, mais en réalité, cela vise tout ce qui relève de la sécurité, tout ce qui va relever de l'hygiène, de l'accessibilité, de la mise en conformité environnementale, bref, des points importants qui peuvent entraîner des coûts importants. Ces éléments-là, on ne peut plus les refacturer aux locataires. En ce qui concerne les impôts, taxes et redevances, le propriétaire doit garder à sa charge tout ce dont il est légalement redevable. En revanche, on a la possibilité de refacturer quand même la taxe foncière et les taxes additionnelles, je pense notamment à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe sur les enseignes. Les honoraires de gestion de l'agent immobilier, on ne peut pas les refacturer sur les épaules de son locataire. Alors là, le législateur n'a pas été forcément très logique dans la rédaction, puisqu'il est indiqué honoraires de gestion des loyers. Question, si par exemple des travaux sont à faire dans le local et que vous avez un gestionnaire, votre gestionnaire peut vous facturer des honoraires qui sont liés au suivi des travaux.
mais là, ce sont des honoraires de suivi des travaux, ce ne sont pas des honoraires de gestion de loyer. Donc, est-ce que vous pouvez les refacturer à votre locataire? On pourrait penser que oui, mais pour le moment, les tribunaux ne se sont pas prononcés de manière claire. Les fonds de travaux ne sont pas récupérables. Non, les fonds de travaux ne sont pas récupérables dans cette situation-là. Que là, on parle vraiment de... Non, les fonds de travaux de la copro. Non, les fonds de travaux, non. Fonds de travaux copro, non. Dernier point, sur ce qui concerne effectivement les charges, impôts, taxes et redevances, on n'a pas la possibilité de refacturer sur les épaules de son locataire des éléments qui concernent des locaux vacants autres que ceux donnés en location ou des locaux dans lesquels se trouve un autre locataire. Voilà les éléments qui sont propres à la dernière réforme. Ce qui est un peu particulier en ce qui concerne les réparations 606 et la vétusté et la mise en conformité 606, c'est que le législateur a considéré, et c'est une exception, que s'il y a des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût de remplacement à l'identique, là vous pouvez le refacturer à votre locataire. Alors, il faut le relire 50 fois pour essayer de comprendre l'esprit du législateur, mais si je donne un exemple, vous pouvez par exemple avoir un local où vous avez une cour, par exemple, une partie du local qui est couverte par, disons, des tôles ondulées en polyester ou en polycarbonate. Ces tôles sont fuyardes, entraînent des infiltrations d'eau ou infiltrations d'air. On peut considérer que ça relève du 606 parce qu'on va toucher à la structure. Si vous remplacez les tôles à l'identique, vous ne pouvez pas le refacturer à votre locataire. En revanche, si vous ne le remplacez pas, mais vous faites autre chose, c'est-à-dire que vous édifiez directement une structure solide, une verrière par exemple, qui va avoir un coût plus important, là on peut considérer que vous pouvez potentiellement le refacturer à votre locataire. Il y a quand même un élément qui est assez contre-productif dans l'esprit du législateur, mais je vous donne l'information parce que c'est effectivement une exception légale. La répartition de toutes ces charges, impôts, taxes et redevances doit être mentionnée dans l'inventaire que vous allez faire. C'est-à-dire que dans le tableau, vous allez lister toutes les charges, impôts, taxes et redevances. Vous allez mettre une colonne bailleur, une colonne preneur, et vous allez mettre des croix en fonction de la personne qui va être redevable. S'il y a plusieurs locataires dans l'immeuble, il faut une répartition entre locataires. Et là, la loi va privilégier le critère de la surface exploitée. C'est en fonction de la surface de chacun de vos locataires pouvoir, au prorata, refacturer les différentes charges qui figurent dans votre contrat. S'agissant de la méthodologie, on en a déjà parlé, vous le savez, cet inventaire va ouvrir ensuite droit à une régularisation que vous devez faire au maximum le 30 septembre de l'année qui suit l'année pour laquelle vous allez faire ces refacturations, sachant que si vous êtes en copropriété, en réalité, vous allez attendre la reddition de compte de votre syndic et vous allez faire la régularisation dans les 3 mois qui vont suivre cette reddition de compte. S'agissant des travaux, la loi impose aussi à la signature du contrat un prévisionnel sur 3 ans des travaux que le propriétaire bailleur va potentiellement faire. Et tous les 3 ans, il faut faire un récapitulatif de ce que vous avez fait ou de ce que vous n'avez pas fait. Alors la question la plus récurrente que l'on a, c'est « mais si je suis en copropriété et que ce n'est pas moi qui veux faire des travaux, moi propriétaire bailleur, mais que c'est le syndicat par l'intermédiaire du syndic qui veut faire les travaux, est-ce que je dois le noter? Est-ce que je dois en tenir compte et est-ce que je dois informer mon locataire ?» La réponse normalement est non, puisque le principe que je viens de donner ne concerne que les travaux faits par le propriétaire bailleur, mais en réalité, si vous en avez connaissance, il vaut mieux l'indiquer pour que l'information soit la plus claire et transparente à l'égard de votre locataire. On a parlé du loyer, on a parlé des charges, on a parlé des travaux, on peut parler des assurances. Le statut des baux commerciaux ne dit rien sur les assurances, mais bien évidemment, il faut être assuré. Le propriétaire bailleur sera assuré s'agissant des multirisques immeubles et de la responsabilité civile liée à son immeuble, à son bien immobilier. Le preneur, quant à lui, sera assuré au titre des biens meublants et bien évidemment au titre de ses risques locatifs. Vous devez demander une attestation d'assurance chaque année. Si votre preneur ne vous la donne pas, vous mettez en demeure. S'il ne vous la donne toujours pas, un huissier, un commandement d'avoir à produire les justificatifs et au besoin visant la clause résolutoire. Vous avez besoin de cette attestation d'assurance annuelle. Je passerai sur le fait que certains contrats de baux commerciaux, peut-être que vous pouvez le voir dans vos dossiers,
stipule également ce que l'on appelle des renonciations à recours. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, mais les renonciations à recours sont des stipulations dans le cadre desquelles, lorsque vous avez un sinistre, une compagnie d'assurance peut intervenir pour indemniser par exemple le propriétaire bailleur, et la compagnie d'assurance peut se retourner après contre le locataire si le locataire est fautif. Le bail peut prévoir une renonciation à ce que la compagnie d'assurance fasse ce recours contre le locataire. C'est possible. La seule chose, c'est que vous aggravez le risque et que vous allez augmenter les cotisations. Mais c'est un mécanisme qui existe. Au-delà des assurances, vous avez plusieurs garanties qui existent pour les baux commerciaux. La première, la plus courante, celle que nous connaissons, le dépôt de garantie. On peut prévoir un dépôt de garantie, et on doit prévoir un dépôt de garantie. On a tendance à dire le dépôt de garantie est 2 mois. C'est faux. En réalité, le dépôt de garantie peut être du montant que vous souhaitez et qui peut être accepté par le locataire. En revanche, la loi dit que si vous demandez un dépôt de garantie de plus de 2 mois, des intérêts sont dus sur le surplus au locataire. Ce qui en général refroidit tout le monde, et donc on finit avec un dépôt de garantie, effectivement, de seulement 2 mois. Ce dépôt de garantie, en cas de cession du droit au bail, va être conservé par le bailleur, mais remboursé par l'acquéreur au vendeur, pour que l'opération puisse être nulle. Et en cas de cession des murs, généralement, le vendeur, lui, va rembourser ce dépôt de garantie au preneur, et c'est le nouveau propriétaire qui va demander la reconstitution de ce dépôt de garantie à l'acquéreur, pour pouvoir l'avoir par devers lui, et à la sortie des lieux, pouvoir faire un décompte de fin de location. Ça, c'est la première des garanties, le dépôt de garantie. Deuxième, la clause de solidarité dans l'hypothèse où il y a une cession en cours de location. Là, cette fois-ci, on est sur des dispositions qui sont effectivement d'ordre public. Vous avez une garantie du cédant, enfin du cessionnaire par le cédant pendant un maximum de 3 ans. Au-delà de la période de 3 ans, la garantie tombe et dans ces cas-là, le cédant n'est plus tenu de payer par exemple les loyers du cessionnaire au propriétaire bailleur si jamais le cessionnaire ne s'en acquitte pas. Troisième garantie, vous avez aussi bien évidemment la possibilité de demander un cautionnement. C'est-à-dire, en pratique, ça peut être une caution personnelle qui est donnée par le dirigeant de votre locataire si le locataire est une personnalité morale, ça peut être tout tiers, ça peut être aussi une banque. Veillez juste à une chose importante, si vous êtes considéré comme bailleur professionnel et si vous avez une caution personne physique, vous devez respecter les dispositions du Code de la consommation. Vous devez effectivement veiller à ce que l'engagement soit avec un document qui va mentionner une mention manuscrite de la caution, qui va avoir connaissance de la portée et de la nature de son engagement. Et surtout, il faut veiller à ce que le cautionnement ne soit pas considéré comme disproportionné ou attaquable, puisque dans ces cas-là, vous perdez le bénéfice de votre caution. Qu'en est-il? C'est une question qu'on nous pose assez souvent. Lorsque nous avons un renouvellement du contrat, il faut savoir que le renouvellement du bail commercial est un nouveau contrat. On en parlera tout à l'heure. Ça a une incidence sur la caution. La caution se trouve libérée en cas de renouvellement. Donc il faut, dans ces cas-là, si vous gardez le même locataire, appeler à nouveau la caution pour avoir un nouvel engagement de caution. Si vous ne le faites pas, vous perdez le bénéfice de votre caution. Si on a notamment, mais ça arrive rarement, une fusion-absorption du preneur au bénéfice d'une nouvelle entité, eh bien, la caution est aussi libérée puisque la caution donne son engagement au profit d'un locataire connu. Donc, s'il y a des opérations de fusion-absorption, par exemple, ce n'est plus la même personne, la caution est libérée. En revanche, la caution reste tenue si on reste en tacite prolongation, puisque la tacite prolongation est la survie du bail existant, on ne change pas de contrat. Donc la caution reste tenue, et la caution reste tenue envers l'acquéreur si jamais l'immeuble est vendu, puisque le locataire reste le même, et c'est également le cas lorsque on a une cession de droit au bail, puisque là encore, la garantie reste et le cédant garantit le cessionnaire sur une période de 3 ans. Donc la caution reste tenue. Sur les autres garanties qu'on peut noter dans le cadre du statut, il y a bien évidemment le privilège du propriétaire bailleur, puisque si vous avez une procédure collective, par exemple, de votre locataire, vous bénéficiez d'un privilège sur au moins 2 ans en termes de loyer, et vous passez avant tout le monde dans le cadre des distributions de la procédure collective.
Voilà au stade de la conclusion du contrat. Alors ça fait beaucoup d'informations, je le sais, mais j'essaye d'être le plus synthétique possible. Pardonnez-moi si c'est technique ou si je passe rapidement. En tous les cas, à ce stade, on a parlé du loyer, on a parlé de son indexation, de la révision, des charges, des éventuels travaux et des garanties. Maintenant, une fois que votre contrat est signé, que se passe-t-il durant la vie de votre contrat? Les obligations des parties. Le propriétaire bailleur a des obligations, le preneur a aussi des obligations moindres, mais il en a tout de même. D'abord, s'agissant du propriétaire bailleur, c'est ce qui nous intéresse le plus. Première obligation qui est la vôtre, dont on entend le plus souvent parler, l'obligation de délivrance. C'est une obligation légale, c'est une obligation d'ordre public à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Et c'est une obligation qui signifie que vous devez mettre en possession de votre local commercial votre preneur. Et vous devez également lui donner tous les accessoires. Qu'est-ce que cela signifie, les accessoires? Les clés, les parties communes de l'immeuble, les autorisations administratives qui permettent d'exercer l'activité prévue au bail, la conformité aux normes de sécurité à partir du moment où c'est nécessaire à l'exploitation de l'activité, etc., etc., etc. Là, il s'agit d'une obligation essentielle à laquelle on ne peut pas déroger, ce qui signifie tout de suite que si vous avez une clause, qu'on a trouvée assez souvent dans les contrats, au terme duquel le preneur prend en l'état, cette clause est inefficace. Le juge dit, vous ne pouvez pas vous libérer de votre obligation de délivrance si jamais il y a une difficulté. Ce qui signifie également qu'il faut être vigilant sur la destination des lieux dans le cadre de votre contrat. Vous pouvez avoir une activité spécifique, restauration, bar, discothèque, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des baux tout commerce. La destination de votre contrat va être liée à l'obligation de délivrance, puisqu'en fonction de la destination, vous allez avoir des éléments à délivrer. Donc les deux doivent bien évidemment être prudemment étudiés. Vous devez délivrer. Et deuxièmement, vous devez délivrer en bon état de réparation locative. Ce sont les articles 1719 et 1720 du Code civil. À noter que si l'obligation de délivrance est d'ordre public, l'obligation de bon état de réparation locative n'est pas d'ordre public. Le contrat peut y déroger, ce qui signifie que là, vous pouvez prévoir que votre locataire aura de toute façon des travaux à faire à partir du moment où ce ne sont pas des travaux qui sont essentiels à l'activité, vous pouvez effectivement les rebasculer sur les épaules de votre locataire. Mais là, il faut encore une fois une rédaction de contrat vraiment très précise sur la nature des travaux, éventuellement un calendrier, ou en tous les cas sur des éléments qui ne laissent aucune ambiguïté. Délivrance en bon état de réparation locative. Troisième obligation du propriétaire bailleur, la jouissance paisible des lieux. Vous devez assurer à votre preneur une jouissance paisible tout au long du contrat. Le bail commercial est un contrat à exécution successive. Tout au long de la vie de cette convention, vous ne devez pas troubler la jouissance de votre preneur et la seule chose qui peut vous exonérer, c'est un cas de force majeure, c'est-à-dire des éléments extérieurs, imprévisibles, irrésistibles pour vous, c'est-à-dire problématiques climatiques ou autres. Les troubles du fait du bailleur ne sont pas forcément fautifs, puisque si par exemple vous avez des travaux urgents à réaliser dans les locaux, ces travaux urgents n'ouvriront pas forcément ipso facto droit à indemnité à votre preneur. La loi dit que si les travaux sont inférieurs à 21 jours, vous ne devez rien à votre preneur. En revanche, si c'est au-delà de 21 jours, potentiellement vous devez une indemnité à votre preneur. Mais, je reviens sur ce que j'ai dit il y a à peine 2 minutes, cet élément-là n'est pas d'ordre public. Donc vous pouvez, dans le cadre de votre contrat, dire effectivement que si on va au-delà de 21 jours, il n'y aura pas d'indemnité, c'est possible. Les clauses sont licites et elles sont conseillées si vous en avez besoin. Les troubles du fait du tiers. Vous n'avez pas à garantir votre locataire des troubles commis par les tiers, sauf si ces tiers, vous les connaissez. C'est-à-dire, si vous êtes dans un immeuble où vous avez plusieurs locataires au sein du même immeuble, si l'un de vos locataires cause un trouble à votre locataire commercial, potentiellement, vous pouvez en être responsable, puisque les juges considèrent là qu'il ne s'agit pas de tiers. Voilà pour les obligations du propriétaire bailleur. Les obligations du preneur, ça va être beaucoup plus rapide.
La première, c'est qu'effectivement, le preneur se doit de régler son loyer et ses charges au terme convenu. Il doit utiliser le local raisonnablement et il doit respecter la destination des lieux. Ce qui signifie, et ça on le retrouve dans les contrats, le preneur ne peut pas modifier la structure des lieux sans votre accord, il ne peut pas changer d'activité sans votre accord, et globalement, on le considère comme étant gardien de la chose louée tant que le contrat est en vigueur. S'agissant du loyer, les loyers sont bien évidemment dus. Si jamais il y a une problématique structurelle, une problématique de travaux, votre locataire n'a pas la possibilité de vous opposer tout de suite l'exception d'inexécution, c'est-à-dire vous, propriétaire, vous ne faites pas de travaux, donc moi, locataire, je ne vous paye pas. En jurisprudence, la seule possibilité pour que le locataire puisse ne pas vous régler, c'est synthétiquement qu'il y ait une impossibilité totale de pouvoir utiliser les locaux. Si vous n'êtes pas dans une impossibilité totale, les loyers sont dus, en tout ou partie, mais en tous les cas, ils sont dus. Deux remarques sur le loyer. Première remarque, parce que la question est souvent posée, la consignation ne vaut pas paiement. Si jamais vous avez un litige, le fait de consigner ne vaut pas paiement, en tout cas pour votre locataire, et donc vous avez toujours la possibilité de le mettre en demeure de payer. Premier point. Deuxième point, si vous avez des arriérés locatifs qui sont assez récurrents et que votre preneur vous fait à un moment donné un règlement partiel, on va considérer que ce règlement, sauf à ce qu'il soit imputé à une échéance précise et définie entre vous, ce règlement va s'imputer automatiquement sur les échéances les plus anciennes ou alors les échéances que le locataire a le plus intérêt à régler. Suivez mon regard. On évoque ce point-là, surtout quand on parle d'une clause résolutoire avec des loyers impayés qui peuvent potentiellement emporter la résiliation. Voilà pour l'imputation des règlements. Dans la vie du contrat, vous pouvez avoir des opérations de cession. On en parlait tout à l'heure, cession et ou sous-location. S'agissant de la cession du droit au bail, on tombe sur de l'ordre public, vous ne pouvez pas y déroger. Le régime juridique de la cession est que, alors bien souvent on entend dire, cession de droit au bail, il faut l'accord express du bailleur, cession de fonds de commerce, de toute façon le bailleur ne peut rien faire, le locataire a la possibilité de céder son fonds de commerce et le bailleur ne dit rien. Pas aussi simple que ça. En réalité, le principe est le suivant. Lorsque vous avez des clauses qui interdisent toute cession, ces clauses sont contraires à l'ordre public et sont réputées non écrites. On ne peut pas interdire à son locataire de céder son droit au bail et on peut encore moins lui interdire de céder son fonds de commerce. En revanche, toutes les clauses qui vont organiser, restreindre le cas échéant ou formaliser la cession sont des clauses licites. Ce qui signifie que vous avez la possibilité d'inclure dans vos contrats qu'en cas de cession, le preneur doit vous soumettre un projet de cession. Vous avez la possibilité d'inclure que le preneur doit vous appeler à la cession, obligatoirement. Vous avez la possibilité d'écrire que cette cession doit être faite par acte authentique, obligatoirement, et pas par acte sous seing privé. Toutes ces clauses sont licites, possibles. Si jamais votre preneur n'y satisfait pas, potentiellement, il y a une inopposabilité de la cession à votre égard. Et donc, vous pouvez faire comme si la cession n'a jamais eu lieu. Vous avez la possibilité d'être appelé à l'opération de cession, mais si jamais ce n'est pas le cas, la loi impose quand même au preneur de vous notifier la cession a posteriori. C'est les fameuses dispositions de l'article 1690 du Code civil. Là encore, si le preneur ne le fait pas, c'est potentiellement une cause d'inopposabilité. En tous les cas, toute cession qui est irrégulière peut être déclarée inopposable. Deuxième sanction potentielle, au-delà de l'inopposabilité, si jamais il y a une cession qui est irrégulière, vous pouvez en tirer argument et solliciter la résiliation du contrat de location au tort exclusif de votre locataire. Voilà pour la cession. S'agissant de la sous-location, on n'est pas dans le cadre d'un ordre public, mais la loi dispose que les sous-locations par principe sont interdites, sauf si vous les autorisez, bien évidemment, expressément. Alors, expressément est à mettre entre guillemets, puisqu'en réalité, la jurisprudence complète en disant que vous pouvez l'accepter expressément, mais vous pouvez aussi tacitement l'accepter, cette sous-location, si vous en avez connaissance, mais que vous ne dites rien et que vous ne la contestez pas. En tous les cas, ce qu'il faut retenir sur la sous-location, c'est que la sous-location est un contrat
distinct de la location principale. Ce que l'on a tendance à souligner, c'est que le sous-locataire peut avoir une sous-location d'une durée inférieure à la location principale, ça ne pose pas de problème. En revanche, le sous-locataire ne peut pas avoir une durée de location supérieure au contrat de location principale. Pourquoi? Parce que le locataire principal ne peut pas donner à son sous-locataire plus de droits que lui-même en a de la part de son propre bailleur. Même chose d'ailleurs pour le loyer, puisque s'il y a un surloyer, dans ces cas-là, vous avez la possibilité, propriétaire-bailleur, de dire quelque chose et le cas échéant, d'aller devant le juge. Voilà pour la sous-location, je reste là encore assez synthétique, mais c'est vraiment pour essayer de toucher le plus de mécanismes possible ce soir et de vous donner en tous les cas des pistes de réflexion, quitte à après à ce qu'on en reparle si vous avez des questions ou si vous avez des cas pratiques ou des situations un petit peu spécifiques. Nouvel élément également dans la vie du contrat qu'il faut étudier et qui est très spécifique en matière de bail commercial, c'est ce que l'on appelle la déspécialisation. On en a assez peu, mais tout de même on en rencontre, donc il faut étudier cette notion de déspécialisation. Et elle est d'ordre public, cette notion de déspécialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va toucher à l'activité du preneur et on va modifier l'activité du preneur. Vous avez différents types de déspécialisation, la déspécialisation restreinte, plénière, ou ce que l'on appelle la cession déspécialisation. Alors, la déspécialisation restreinte, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est la volonté du preneur de vouloir s'adjoindre ce que l'on appelle des activités connexes ou complémentaires à l'activité que votre preneur a déjà. Connexe ou complémentaire, qu'est-ce que ça signifie? Connexe, cela signifie qu'on va s'adjoindre une activité qui a un lien étroit avec l'activité qu'on a déjà. Complémentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va s'adjoindre une activité qui est nécessaire à un meilleur exercice de l'activité qu'on a déjà. Quelques exemples, juste pour illustrer. Si vous avez un preneur qui est boucher, par exemple, il peut s'adjoindre en activité connexe ou complémentaire de la charcuterie. Si vous avez une épicerie, on peut s'adjoindre, par exemple, une vente de vin, c'est possible. Si vous avez de la restauration, on peut s'adjoindre de la vente à emporter. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est connexe ou complémentaire, donc le preneur peut le demander. J'avais relevé notamment, mais là c'est vraiment anecdotique, la vente de pots de salaison ou de plats cuisinés lyonnais pour un preneur qui, à la base, fait de la confiserie, de la chocolaterie, glace et salon de thé, et là le juge a considéré que c'était ni connexe ni complémentaire. Bon, alors ça, comme les téléphériques pour Chambéry, bon, bah là c'est la cour d'appel de Lyon, hein, évidemment. Et j'ai relevé notamment, mais là encore c'est plus pour l'anecdote, si vous avez un preneur qui a une activité de restauration, les happy hours, par exemple, ont été considérés comme n'étant pas connexes ou complémentaires de l'activité de restauration. Bon, passons. En tous les cas, pour s'adjoindre ces activités au niveau des modalités, votre preneur doit vous informer et vous notifier par courrier recommandé ou par voie d'huissier le fait qu'il veut s'adjoindre une activité connexe ou complémentaire. Vous avez 2 mois pour répondre. Si vous ne répondez pas, vous serez irrecevable à le faire a posteriori et donc dans ces cas-là, votre preneur pourra exécuter ces activités connexes et complémentaires. Si votre preneur le fait mais ne vous demande pas votre avis, là, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de saisir un juge au besoin pour faire cesser sous astreinte l'activité connexe ou complémentaire irrégulière, ou vous avez aussi la possibilité de demander la résiliation du contrat à auteur exclusif du preneur. Alors ça, c'est votre faculté, mais vous avez aussi la possibilité de discuter et de négocier et de dire « je ne vais pas vous poser de difficulté, mais on va réévaluer le loyer ». Puisque bien évidemment, c'est la conséquence, puisque si on s'adjoint, là, cette fois-ci de manière régulière, avec votre accord, une activité connexe ou complémentaire, quels sont les effets? On modifie le loyer, évidemment, pour le revaloriser, sachant que votre preneur aura tout de même l'obligation de poursuivre l'activité initiale, évidemment. L'activité initiale, on ne la laisse pas. Voilà pour la déspécialisation restreinte. Déspécialisation plénière qui est prévue par la loi, qu'est-ce que cela signifie? Comme son nom l'indique, on change tout. C'est-à-dire qu'on modifie l'activité globale de votre locataire. C'est une possibilité ouverte par la loi, mais que la loi encadre de manière très stricte. Pourquoi? Parce que le législateur a considéré qu'une déspécialisation plénière ne pouvait être justifiée que par une conjecture économique particulière,
c'est-à-dire par des difficultés qui sont rencontrées par votre locataire. Bien évidemment, l'esprit du législateur est de dire, si votre locataire a une activité rentable, on ne peut pas solliciter une déspécialisation plénière pour essayer de faire de la spéculation et avoir toujours plus. Cette déspécialisation plénière ne s'entend que si votre locataire rencontre des difficultés. La procédure est sensiblement identique. Votre preneur doit vous informer et vous notifier, mais cette fois-ci par huissier de justice exclusivement. On ne parle pas de courrier recommandé. Et cette fois-ci, vous n'avez pas 2 mois pour répondre, mais vous avez 3 mois pour répondre, sachant que le preneur doit également informer les créanciers inscrits sur le fonds. Puisque tous les créanciers qui bénéficient notamment de nantissement sur le fonds de commerce doivent évidemment être informés que le locataire veut changer complètement d'activité. Vous avez la possibilité de refuser une déspécialisation plénière, mais il vous faut un motif grave et légitime, ou alors la loi vous permet de refuser si vous voulez reprendre les lieux. Mais là encore avec des conditions très particulières, je n'en parle pas ce soir, mais ces conditions existent. Si vous acceptez la déspécialisation plénière et qu'elle est régulière, la conséquence, comme tout à l'heure, c'est la revalorisation du loyer, puisque le but de cette déspécialisation, c'est de sauver en fait le fonds de commerce de votre preneur. Et dernier point, et on en aura fini sur les déspécialisations, c'est l'hypothèse de la cession-déspécialisation. Alors ce sont des termes un peu techniques, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Il y a quand même une situation qu'on rencontre fréquemment, c'est-à-dire un preneur qui veut bénéficier de ses droits à la retraite ou un preneur qui souffre d'un handicap ou d'une invalidité et qui ne peut plus poursuivre et qui va être bénéficiaire d'une pension. Là, dans ces cas-là, on peut se retrouver dans l'hypothèse d'un preneur qui ne peut pas réellement entretenir les lieux, ne peut pas les rafraîchir, les lieux sont un peu désuets, on s'oriente vers effectivement une sortie avec une mise à la retraite, et dans ces cas-là, on n'a pas les fonds suffisants pour pouvoir rénover le local et trouver un repreneur intéressé. Ça arrive. Là, la loi intervient en disant déspécialisation avec cession. C'est-à-dire que la loi va autoriser le locataire à dire au propriétaire bailleur « je vais céder à un tiers qui va modifier totalement l'activité et faire autre chose, mais l'intérêt pour vous, c'est que vous allez avoir un nouveau locataire qui va vous régler et qui va potentiellement faire des travaux pour pouvoir reprendre le local. » Là, la méthode est la même, à savoir une information du locataire au propriétaire. Il faut que votre preneur vous notifie les conditions de cession, le prix proposé. Il n'a pas besoin de vous dire qui est l'identité du repreneur. Il n'y a pas non plus nécessité d'avoir un compromis d'ores et déjà signé, mais en tous les cas, il faut les modalités de la cession. Et vous avez un délai de 2 mois pour répondre, sachant que là encore, en cas de litige, on peut directement saisir le juge pour que le juge tranche. Voilà pour les déspécialisations. Étant donné qu'on parlait de cession, bien évidemment, je vais évoquer une notion que vous connaissez, c'est le droit de préemption de votre locataire, qui est prévu par le statut des baux commerciaux. À partir du moment où il y a une vente des murs, votre locataire a un droit de préemption. Vous devez l'informer des modalités de la cession, le prix proposé, pour que votre locataire puisse se positionner sur votre offre. Votre locataire aura un délai d'1 mois pour se prononcer. Si le locataire ne se prononce pas, ou si la réponse est « non, je n'achèterai pas aux modalités que vous avez proposées », eh bien dans ces cas-là, vous avez la possibilité de vendre à un tiers, puisque vous aurez purgé le droit de préemption. Petite remarque, parce qu'on me pose la question assez souvent, j'ai des murs commerciaux, je veux les vendre 100 000 €, j'ai un locataire, bon, finalement, j'ai purgé le droit de préemption, mais je trouve personne, j'ai fini par trouver quelqu'un, mais c'est 80 000 €. Bon, ben, je vais vendre à 80 000 €. Attention, puisque en jurisprudence, on considère que dans ces cas-là, si vous vendez moins cher, il faut repurger le droit de préemption. Car sinon, le locataire pourrait taper à votre porte en vous disant « mais attendez, moi, à 80 000 €, j'aurais pu acheter, alors qu'à 100, je vous ai dit non ». Donc, il ne faut pas qu'il y ait une sorte de fraude, selon les magistrats, au droit de préemption du locataire. Donc effectivement, c'est à noter, ce droit de préemption ne s'applique pas si vous êtes propriétaire d'un ensemble immobilier et que vous vendez l'ensemble, ou que vous êtes propriétaire de plusieurs locaux et que vous en vendez plusieurs. Là, dans ces cas-là, le droit de préemption ne s'applique pas.
Voilà, jusqu'à présent, on a étudié la conclusion du contrat, la vie du contrat. Qu'en est-il maintenant du terme du contrat de bail commercial? Il existe plusieurs termes différents. Il y a d'abord la résiliation judiciaire, qui est toujours possible. Premier cas de résiliation judiciaire, c'est ce que l'on appelle la résiliation de plein droit. Le Code civil, dans son article 1722, dispose qu'effectivement, si le local est détruit, partiellement ou entièrement, ou en tous les cas dans des proportions qui ne permettent plus l'activité commerciale, le bail est rompu de plein droit. Il faut bien évidemment une impropriété à destination et la démonstration matérielle qu'on ne peut plus exercer dans les lieux. J'attire votre attention sur le fait que la destruction du local n'est pas forcément une destruction matérielle. Ça peut être une destruction d'ordre administratif, légal. Suivez mon regard, on sort d'une période de Covid-19, on sort d'une période de confinement, on sort d'une période où les autorités administratives ont forcé la fermeture de certains locaux et des preneurs qui justement se sont emparés de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire de dire qu'il y a une perte du local et donc soit la rupture du contrat ou en tous les cas l'impossibilité de pouvoir vous régler un loyer. Ça a été effectivement une période de discussion et de réflexion intense pendant la période du Covid-19 et les magistrats ne sont pas tous d'accord. Certains magistrats disent oui, c'est une destruction administrative, donc on ne vous réglera pas de loyer. Et d'autres magistrats disant non, on n'appliquera pas le Code civil sur cette soi-disant destruction puisque le Code civil porte sur une destruction matérielle. Or, le Covid n'est pas une destruction matérielle puisque si les portes sont fermées, votre preneur a toujours les clés. Il a toujours la possibilité de stocker ses marchandises. Il a même la possibilité de sous-louer, s'il le souhaite, à quelqu'un qui peut exercer parce que c'est une activité qui n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative, etc., etc., etc. Mais je n'irai pas plus loin, je suis très bavard. Et si vous avez des questions sur ce sujet-là, on en reparlera ultérieurement. Mais sachez, en tous les cas, qu'il y a une résiliation de plein droit en cas de destruction, entre guillemets, du local. Encore faut-il qu'il faille que ce soit un cas fortuit, évidemment. S'il y a une impropriété à destination, il ne faut pas que ce soit par la faute du propriétaire bailleur, puisque dans ces cas-là, on peut avoir potentiellement une difficulté. Ça, c'est le premier cas de terme du contrat. Deuxième possibilité, une résiliation non pas de plein droit, mais judiciaire toujours, ce sont les fameuses clauses résolutoires. Dans vos contrats, vous avez une clause, en tout cas j'espère que maintenant dans tous vos contrats vous avez ce type de clause, une clause résolutoire qui est d'ordre public, qui permet effectivement, en cas de manquement de la part de votre preneur, eh bien de sanctionner ce manquement par la résiliation du contrat. La clause résolutoire au terme de la loi, ce sont les dispositions de l'article 145-41, impose quand même quelques conditions. Si vous avez un locataire qui ne vous paye pas, si vous avez un locataire qui ne vous transmet pas l'attestation d'assurance, si vous avez un locataire qui trouble les tiers, trouble anormaux de voisinage ou autre, peu importe, ou en tous les cas un trouble commercial affectant autrui, dans ces cas-là, vous avez un manquement du contrat, et dans ces cas-là, vous avez la possibilité de saisir un huissier de justice, de faire signifier un commandement d'avoir remédié à ces troubles, ou d'avoir à payer le loyer, ou d'avoir à fournir une attestation d'assurance, visant la clause résolutoire, et votre preneur aura un délai d'1 mois pour s'exécuter. Si passé le mois, il ne s'exécute toujours pas, vous avez la possibilité de saisir le juge, de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, de faire constater la résiliation du contrat et de demander l'expulsion de votre preneur et sa condamnation au paiement des sommes qui potentiellement vous sont dues. Sur la clause résolutoire, au même titre que la rédaction de votre contrat, j'attire votre attention sur le fait que la clause résolutoire ne peut être mise en œuvre d'une part que pour des obligations contractuelles, et d'autre part justement sur des obligations qui sont expressément prévues par votre contrat. S'il y a des obligations qui ne sont pas marquées noir sur blanc dans votre contrat, vous ne pourrez pas user d'une clause résolutoire. S'il y a des manquements qui sont liés non pas au contrat mais à la loi, par principe, vous ne pouvez pas utiliser une clause résolutoire. Exemple type, s'agissant de la loi, différence entre contrat et la loi, l'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation ne trouve pas sa source dans le contrat, mais trouve sa source dans la loi. Donc, normalement, une clause résolutoire n'est pas possible.
D'où le fait, en tant que praticien, que ces clauses résolutoires, on les écrit de manière très dense. Généralement, c'est un gros paragraphe ou plusieurs paragraphes, où on indique que, notamment en cas de non-paiement d'une indemnité d'occupation, le propriétaire bailleur a la possibilité de faire jouer une clause résolutoire et d'obtenir le départ des lieux du locataire. Voilà pour les clauses résolutoires, sachant que, n'oubliez pas, les clauses, passé le délai du mois, donc, on assigne devant le magistrat et on doit faire une dénonce auprès des créanciers inscrits parce que chaque créancier doit être informé qu'on va potentiellement rompre le contrat de location avec son locataire. Alors évidemment, la dénonce aux créanciers inscrits est faite par votre conseil, peut être faite par l'huissier de justice. Donc là, vous vous en remettez aux personnes qui gèrent pour vous, dans ces cas-là, cet aspect contentieux des choses. Voilà pour le terme, on va dire, judiciaire du bail commercial. Maintenant, on va aborder quand même le terme naturel, ce qui est le plus important dans le statut, c'est-à-dire la délivrance d'un congé ou la délivrance d'une offre de renouvellement. D'abord, le congé du bailleur. Au terme de la loi, les baux commerciaux de 9 ans ne viennent à expiration que par l'effet d'un congé ou d'une demande de renouvellement. Le congé est évoqué à l'aune du bailleur. C'est le bailleur qui va donner congé. Le préavis, vous le connaissez, c'est 6 mois, par acte extrajudiciaire. Donc quand vous donnez congé, il faut passer par un huissier de justice. Surtout pas de courrier recommandé. C'est un acte trop important. Et puis de toute façon, aujourd'hui, vous avez l'obligation de passer par un huissier de justice. Et votre congé en tant que propriétaire bailleur doit être motivé. Le motif est soit vous donnez congé avec offre de renouvellement, parce que vous ne voulez pas voir partir votre locataire, vous voulez poursuivre avec un nouveau contrat de 9 ans, premier motif. Deuxième motif, vous voulez vous libérer de votre locataire, donc c'est un congé avec refus d'offre de renouvellement, mais dans ces cas-là, potentiellement, vous devez régler une indemnité d'éviction. Ou alors, troisième motif, refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction. Mais dans ces cas-là, la loi vous impose bien de motiver un motif grave et légitime qui peut être lié à des manquements de votre locataire répétés durant les 9 dernières années qui viennent de s'écouler. Si vous ne motivez pas votre congé, le congé est nul. C'est une sanction qui a toute son importance, car si le congé est nul et que vous n'êtes plus dans le délai de préavis légal, on repart potentiellement avec un nouveau contrat, ou en tous les cas, on repart en tacite prolongation avec la possibilité pour votre preneur de vous solliciter pour un renouvellement à tout moment. Pour 9 ans. On repart pour 9 ans. Pardon ? On repart pour 9 ans. Alors, s'il y a un renouvellement, oui, on repart potentiellement pour 9 ans. Alors, sur justement le motif de règlement de l'indemnité d'éviction, parce qu'on se pose souvent des questions, si jamais vous voulez refuser le renouvellement et qu'on s'oriente vers potentiellement une indemnité d'éviction, on se pose souvent la question de savoir à quoi va correspondre cette indemnité d'éviction. Bien souvent, vous avez des experts immobiliers qui peuvent chiffrer les indemnités d'éviction et qui peuvent vous rendre un rapport pour vous aider à analyser, anticiper le montant potentiel que vous devriez régler à votre locataire. Si vous refusez le renouvellement et que vous êtes redevable d'une indemnité d'éviction, en fait, la question qui va se poser est la suivante. Est-ce que votre locataire perd son fonds de commerce ? Ou est-ce que votre locataire peut se réinstaller à moindre frais, pas très loin, et ne pas perdre sa zone de chalandise et donc ne pas perdre ses clients potentiels? C'est ça la véritable question. Si votre preneur perd tout, c'est potentiellement la valorisation du fonds de commerce qui va correspondre à l'indemnité d'éviction. Si votre preneur ne perd pas tout et peut se réinstaller, on va dire entre guillemets, assez facilement, dans ces cas-là, l'indemnité d'éviction sera bien évidemment moindre. On parlera surtout des frais de déménagement, on parlera surtout des éventuels doubles loyers, des amortissements qui restent encore en cours, etc., voire éventuellement des indemnités de licenciement, si jamais il y a des licenciements nécessaires. Mais en tous les cas, on ne parlera pas de la valeur du fonds de commerce en tant que tel. Si vous êtes redevable d'une indemnité d'éviction, bien souvent on a un débat judiciaire pour la fixer, cette indemnité, même après expertise judiciaire d'ailleurs, et cette indemnité doit être réglée au preneur, à terme. Une fois que l'indemnité est réglée, votre preneur a 3 mois pour libérer les lieux. La loi l'impose. Si jamais il y a un retard du preneur qui ne vous restitue pas les clés dans le délai de 3 mois, passé ce délai de 3 mois, il y a une indemnité d'1% de l'indemnité d'éviction qui est due par le preneur au bailleur.
Là encore, la loi le pose comme principe et la jurisprudence l'a également confirmé. Voilà en ce qui concerne le refus de renouvellement avec l'indemnité d'éviction. Il y a effectivement des hypothèses dans lesquelles vous ne seriez pas redevable d'une indemnité d'éviction, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire surtout en cas de motif grave et légitime, ou alors, parce que la loi l'évoque, dans l'hypothèse où le bien donné en location doit être partiellement ou totalement démoli, ou en tous les cas que vous vous orientez vers une rénovation-reconstruction. Et dans ces cas-là, évidemment, si vous n'êtes pas redevable d'une indemnité d'éviction parce que vous construisez ou vous reconstruisez, le preneur a un droit de priorité une fois que vous avez terminé les travaux pour réintégrer les lieux. Évidemment, le législateur ne va pas vous laisser comme ça avec une aussi belle porte de sortie. Donc, il y a une réintégration. Les motifs graves et légitimes, on les imagine très bien. Non-paiement du loyer, changement de la destination du local, de l'activité, percement de murs non autorisés, sous-location illicite, cession illicite, enfin tous les manquements qu'on peut imaginer et qui peuvent justifier un motif légitime, sachant que bien souvent, quand vous refusez le renouvellement et que vous refusez également une indemnité d'éviction, on s'oriente vers un débat judiciaire et la saisine du juge. S'agissant dernièrement de cette refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, ce qu'il faut simplement rappeler, au terme des conditions de forme imposées par la loi, c'est qu'avant de donner votre congé, vous devez faire une mise en demeure préalable à votre locataire. Et vous devez lui laisser un délai d'1 mois pour réparer ses manquements. S'il ne les répare pas, vous signifiez votre congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction. Mais si vous ne mettez pas en demeure au préalable, votre congé est, alors non pas nul, non pas caduc, mais en réalité, vous serez redevable d'une indemnité d'éviction. Il y aura toujours ce refus de renouvellement, mais vous devrez effectivement régler cette indemnité qui sera à dire d'expert. Voilà pour le congé du bailleur. En face, il y a le renouvellement du preneur. Votre locataire a la possibilité, et c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, de vous demander le renouvellement. Pourquoi c'est une possibilité? Eh bien tout simplement parce que si vous ne donnez pas congé dans le délai et que votre locataire ne fait rien, vous allez rentrer dans ce que l'on appelle la tacite prolongation, c'est-à-dire que la période de 9 ans s'est écoulée, mais tant que votre locataire reste votre locataire et que vous êtes toujours propriétaire, et que rien ne se passe et rien ne change, eh bien les obligations du contrat perdurent virtuellement, et autant que faire se peut, tant que personne ne fait rien, en réalité. Et dans cette tacite prolongation, à tout moment, vous aurez la possibilité de donner congé, votre preneur aura la possibilité de vous demander un renouvellement, mais avec les conditions qu'on évoque tout de suite. Donc le renouvellement, c'est une possibilité pour votre preneur, mais bien souvent, comme il en va de la sécurité de son activité, le preneur vous fait délivrer par voie d'huissier de justice une demande de renouvellement à laquelle il faut bien évidemment que vous puissiez répondre. Le préavis est toujours de 6 mois, mais là où le bailleur doit le faire 6 mois avant le terme du contrat, en réalité le preneur peut le faire à n'importe quel moment pendant cette même période de 6 mois, et peut même, du coup, je viens de l'indiquer, le faire à tout moment pendant la tacite prolongation. Il faut un courrier recommandé du preneur ou un huissier de justice. Vous, votre congé en tant que bailleur, c'est un huissier de justice obligatoirement, mais votre preneur pour son renouvellement, ça peut être par courrier recommandé. Et le bailleur a un délai de 3 mois pour répondre. Si à la demande de renouvellement, vous ne répondez pas, cela signifie qu'implicitement, vous acceptez le principe du renouvellement. Donc, on va avoir une nouvelle période de 9 ans qui s'ouvre. Si vous acceptez, une nouvelle période de 9 ans s'ouvre. Si vous refusez le renouvellement, on va s'orienter en réalité, même chose, comme un congé avec refus de renouvellement et avec toutes les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que dans le cadre du renouvellement, il y a le fait que vous pouvez effectivement accepter le renouvellement sur le principe, mais qu'après, évidemment, on discute des conditions du nouveau contrat. Et c'est là le nerf de la guerre, et c'est là où on a le plus grand nombre de dossiers qui se judiciarisent, puisque lorsque votre locataire va effectivement vous demander le renouvellement, vous allez dire « oui, d'accord, on repart sur une période de 9 ans, mais le loyer, on va le réévaluer ».
puisque bien évidemment, votre loyer a été fixé il y a 9 ans, il a été indicé, il a été contrôlé, plafonné, mais là, comme on est à 9 ans, je vais solliciter un nouveau loyer à la hausse, et là, on peut avoir effectivement toute la période de fixation du loyer renouvelé, dont on va parler maintenant, sachant que ça peut être bien évidemment une révision à la hausse, comme une révision à la baisse. Ça, on l'oublie assez souvent, mais si la valeur locative baisse par rapport au loyer des 9 dernières années, on peut avoir un renouvellement avec un nouveau loyer qui est à la baisse. En tous les cas, pour ce renouvellement, quelle est la durée, avant de parler du loyer, la durée du renouvellement, 9 ans par principe. Il faut savoir tout de même que le renouvellement dans la durée peut faire l'objet aussi d'une stipulation dans votre contrat. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de prévoir un renouvellement avec une durée supérieure. La loi ne vous l'interdit pas. On n'est pas obligatoirement contraint aux 9 années. S'agissant du loyer, et justement on y vient, le principe dans le cadre du renouvellement est que normalement le loyer renouvelé reste plafonné à l'indice. Donc ILAT ou ILC, on en a parlé tout à l'heure. En revanche, il peut y avoir un déplafonnement, comme dans le cadre de la révision triennale, il peut y avoir un déplafonnement en cas de modification notable des critères de l'article 145-33. Quand on a évoqué tout à l'heure la révision du loyer aux échéances triennales, on a parlé d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. C'était ça la condition. En matière de renouvellement, quand on arrive aux 9 ans, c'est une autre condition. Il faut une modification notable des éléments de l'article que je viens de citer. Et cet article pose différentes possibilités. Modification des caractéristiques du local, matériel, durant les 9 dernières années, c'est-à-dire que durant les 9 dernières années, par exemple, votre locataire a fait des travaux qui a augmenté sa surface de vente, et donc augmenté potentiellement son chiffre d'affaires ou la possibilité d'accueillir du public. Modification des caractéristiques du local. Modification de la destination des lieux, on parlait tout à l'heure des activités connexes ou complémentaires. Si jamais c'est le cas, eh bien là encore, potentiellement, il y a une activité qui augmente, donc ça peut être une cause de déplafonnement. Modification de l'obligation respective des parties, exemple type la location-gérance. On va considérer que si votre locataire se place en location-gérance durant les 9 dernières années, c'est un motif de déplafonnement. Et après, on a, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les facteurs locaux de commercialité. Au stade du renouvellement, si l'un de ces critères, ce n'est pas cumulatif, l'un de ces critères subit une modification notable, on a la possibilité de solliciter un loyer déplafonné. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire « je souhaite que le loyer soit déplafonné et je souhaite qu'on étudie ce nouveau loyer à l'aune de la valeur locative au moment du renouvellement ». Si ces critères ne sont pas satisfaits, vous n'avez même pas la possibilité de parler du loyer renouvelé. C'est ça qui est très important dans le cadre du statut des baux commerciaux qu'il faut bien comprendre. Parce que bien souvent, quand on arrive au renouvellement, on vient me dire « mais la valeur locative a augmenté, donc je veux que le loyer augmente ». Non. La valeur locative, on ne l'évoque qu'en second lieu. En premier lieu, il faut vérifier que l'un des critères est satisfait. Qu'il y ait une modification matérielle, une modification des facteurs locaux, ce que l'on vient d'expliquer à l'instant. Si vous n'avez pas de modification matérielle, vous ne pouvez pas évoquer la valeur locative et encore moins devant un juge. Exemple type, on a eu beaucoup de contrats de baux qui sont venus en renouvellement et on s'est posé la question du tram à Tours. Alors ça a été un débat absolument extraordinaire. Est-ce que le tram doit être considéré comme une modification notable des facteurs locaux de commercialité? Tout le monde a dit oui, parce que tout le monde s'est dit on a investi tellement dans le tram que c'est bien évident que c'est pour que plus de clientèle afflue vers les commerces, et donc qu'on puisse avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Mais ce n'est pas si simple que cela, puisque dans les critères, la jurisprudence dit que la modification notable doit avoir un impact sur l'activité de votre preneur, et surtout, s'agissant du tram, on en est venu aux considérations de savoir si les preneurs du centre-ville avaient autant de clientèle avec le tram qu'avant, plus ou moins. C'est ça la véritable question. Et des juges ont considéré qu'en réalité, le centre-ville de Tours, l'hyper-centre-ville de Tours, a toujours été extrêmement fréquenté, tram ou pas tram,
Et donc le tram n'est pas une modification notable des facteurs locaux de commercialité. Ça, c'était l'état d'esprit des juges à la mise en service du tram, et puis en 2014, 2015, 2016. Aujourd'hui, c'est légèrement différent parce qu'on a des études qui démontrent qu'effectivement le tram ramène plus de personnes, que surtout ces personnes sont ramenées à des heures qui ne sont pas forcément des heures de bureau, donc ce sont des personnes qui vont forcément, en tous les cas on le pense, consommer, et surtout ramènent plus de personnes pendant le week-end. Généralement, des personnes qui se déplacent en hyper-centre-ville, le week-end et surtout le samedi, ça peut être effectivement pour acheter. Donc ça peut être une modification des facteurs locaux de commercialité. Je ferme la parenthèse parce que là encore je suis trop bavard, mais c'est pour vous expliquer que sur chacun des critères, on se pose une multitude de questions. Bref, à partir du moment où vous avez un critère qui est satisfait, on a la possibilité de déplafonner le loyer, de faire une procédure devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tours, en disant « j'ai un expert qui a fixé la valeur locative à hauteur de temps, je demande à ce que le loyer soit fixé à hauteur de temps ». Et là, le juge va rendre une décision pour dire si effectivement le loyer déplafonné va être à hauteur de temps, ou un peu moins, ou le juge va vous dire « non, non, j'estime qu'en réalité vous vous trompez, les critères préalables ne sont pas satisfaits, donc vous n'avez même pas le droit à un déplafonnement, vous restez à l'indice ». Voilà. Le débat du renouvellement, c'est tout cela. Je rajoute une petite chose. Si vous arrivez à obtenir la satisfaction d'un critère préalable, si vous arrivez à déplafonner le loyer, si vous arrivez à fixer à la valeur locative, ce qui est déjà très bien et qui nécessite généralement une procédure judiciaire, le législateur ne vous laisse pas tranquille, puisqu'avec les dernières réformes, on en a parlé beaucoup, le législateur a créé cette chose absolument extraordinaire qui s'appelle le plafonnement du déplafonnement. C'est-à-dire que le législateur a dit, si jamais le loyer est déplafonné, on va y aller doucement, parce qu'on va considérer qu'en réalité, vous ne pouvez augmenter votre loyer que par tranche de 10% chaque année, plutôt que de faire un déplafonnement tout de suite. Alors, on a fait des réunions thématiques sur ce plafonnement du déplafonnement, et ça arrive souvent qu'on se perd et qu'on trouve le système très obscur, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Je vais vous donner juste un exemple pour que vous compreniez. Si on est en septembre 2021, vous avez un renouvellement, vous avez la possibilité de déplafonner, vous avez une décision de justice. Admettons par exemple que votre loyer annuel soit de 50 000 €. Vous avez une valeur locative et un déplafonnement avec un juge qui vous dit à partir de maintenant, ce sera plus 50 000 €, mais vous pouvez bénéficier de 70 000 €. À compter de 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, vous ne pouvez pas demander 70 000 € tout de suite. À partir de 2022, vous allez faire un calcul où vous allez dire, alors mon loyer initial c'est 50 000, 10% de 50 000 c'est 5 000, donc en 2022, l'année prochaine, je vais demander 50 000 plus 5 000, donc 55. En 2023, c'est 55 plus 10% de 55, etc., 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 jusqu'à arriver à 70 000 €. Là, dans mon exemple, vous mettrez 4 ans pour arriver jusqu'à 70 000 €. Voilà. C'est ça le plafonnement du déplafonnement. Très belle création du législateur et on le remercie parce que vraiment, on avait besoin de ça. Une fois qu'on parle du renouvellement et de la fixation du loyer déplafonné, il y a deux mécanismes dont je vais parler très brièvement. C'est ce que l'on appelle le droit d'option et le droit de repentir. Le droit d'option et le droit de repentir, ce sont deux droits qui sont accordés aux propriétaires et aux locataires. Le propriétaire, parce qu'il a refusé le renouvellement, et en fait il se rend compte que l'indemnité d'éviction est trop élevée, donc il peut user d'un droit d'option en disant « bon, finalement, si l'indemnité d'éviction c'est 1 500 000 €, finalement je ne vais pas payer l'indemnité d'éviction et je préfère qu'on continue avec un nouveau contrat. Donc, j'use de mon droit d'option et je souhaite qu'on reparte sur une période de 9 ans. » Ça, c'est tout à fait possible, la loi le permet, et effectivement, c'est une possibilité que vous pouvez mettre en œuvre, sachant que là, pardonnez-moi, on parle bien du droit de repentir, parce que le droit d'option, je vais en parler tout de suite, le droit d'option en réalité, c'est celui du locataire. Dans le cadre de la fixation d'un loyer renouvelé, en réalité, vous pouvez avoir un désaccord qui amène effectivement à une décision de justice, et le juge peut fixer un loyer déplafonné à hauteur d'un montant trop important que le locataire finalement n'a pas envie de régler. Et là, le locataire use de son droit d'option en disant « je ne réglerai pas finalement ce loyer déplafonné, je préfère libérer les lieux
Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit d'option. Et donc le droit de repentir que j'évoquais tout à l'heure est celui du propriétaire bailleur. J'en termine sur cet aspect-là. J'avais 2 points que je voulais évoquer, mais alors vraiment très rapidement, parce que je pense que j'ai d'ores et déjà été beaucoup trop long. Le premier point que je voulais évoquer, ce sont les procédures collectives. Alors je le fais très vite. On a 2 possibilités, procédure collective du bailleur, c'est rare en tous les cas en matière judiciaire, procédure collective du preneur. Que se passe-t-il lorsque votre locataire tombe en procédure collective? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est tout simplement que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement a pour effet une suspension des poursuites individuelles. On n'a plus la possibilité de poursuivre son preneur, puisque le preneur va être protégé par la période d'observation qui s'ouvre avec la sauvegarde ou le redressement. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser les clauses résolutoires et vous ne pouvez pas demander la résiliation du contrat. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la procédure collective, votre preneur va être représenté par un administrateur ou le cas échéant un mandataire qui vont essayer de parvenir à régler les différentes créances. Pour ça, on a besoin du fonds de commerce et on a besoin de son exploitation. Donc si vous arrivez en disant « je romps le contrat de location », ça ne marcherait pas. Donc en procédure collective, le législateur dit « vous ne pouvez pas rompre le contrat à l'ouverture de la procédure et vous devez également déclarer vos loyers impayés, c'est ce qu'on appelle les créances antérieures à l'ouverture de la procédure, dans les 2 mois de la publication au BODAC du jugement ouvrant la procédure collective. Sachez que sur votre déclaration, qui équivaut à une décision de justice, vous avez un privilège, on en parlait tout à l'heure, le propriétaire bailleur est privilégié par rapport à d'autres créanciers, en tous les cas sur à minima 2 années de loyer. Vous passez devant tout le monde. Le sort du contrat pendant la procédure collective, c'est l'administrateur ou le cas échéant le mandataire qui va décider si votre contrat sera poursuivi ou si on va vous restituer les clés. Vous, en tant que propriétaire bailleur, il faut simplement se dire, à compter de l'ouverture de la procédure, je ne peux rien faire pendant 3 mois. En revanche, passé le délai de 3 mois, et si les loyers postérieurs sont impayés, vous retrouvez la possibilité de pouvoir solliciter la rupture du contrat de location et la restitution des clés, que ce soit devant le juge commissaire ou que ce soit devant le juge judiciaire. Ça, c'est votre possibilité que la loi permet, et donc effectivement, je voulais en tous les cas le souligner. Et bien évidemment, si vous avez un plan et que votre preneur ne respecte pas ces échéances, on convertit la procédure en liquidation judiciaire, et là, à terme, vous récupérerez effectivement les clés. La seule question sera la solvabilité de votre preneur pour savoir si votre déclaration de créance antérieure à l'ouverture et postérieure, pourra être réglée. Le dernier point, et là j'en aurais vraiment terminé, c'était juste quelques remarques sur les aspects procéduraux. Quand vous avez un litige avec votre locataire, n'oubliez pas qu'il existe une commission de conciliation en matière de baux commerciaux et l'UNPI siège. C'est une commission qui peut permettre de parvenir à un accord et d'éviter la saisine du juge. Si la saisine du juge est nécessaire, vous avez plusieurs juges. Le juge, par essence, du bail commercial, c'est le tribunal judiciaire. C'est le tribunal judiciaire qui va connaître de toutes les demandes, 90% des demandes qui sont relatives à un bail commercial. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'indique son nom, le bail commercial est un acte civil. Donc il ne faut pas penser au tribunal de commerce, il faut penser au tribunal judiciaire qui a une compétence exclusive. Au sein du tribunal judiciaire, le juge des loyers commerciaux sera, lui ou elle, compétent en matière de fixation du loyer révisé ou renouvelé. Et après, vous avez, là pour le coup, des actions en justice qui ne sont pas des actions statutaires, mais qui vont être des actions en fait de droit commun, où là, potentiellement, vous pouvez aller devant d'autres juridictions, à savoir le tribunal de commerce, le cas échéant. Mais retenez juste que la compétence principale est celle du tribunal judiciaire. Et retenez également, et c'est mon dernier propos sur le statut, qu'il y a bien évidemment une prescription pour toute action en justice. La prescription est de 2 ans, contrairement à la prescription de droit commun qui est de 5 ans. Et vous ayant donné l'intégralité de ces informations, je crois que j'ai réussi à synthétiser, enfin en tous les cas je l'espère, le statut des baux commerciaux en l'espace d'1 heure et 20 minutes. J'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts par notre président. En tous les cas, je vous remercie de votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop long.